Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin, est le président LR des Hauts-de-France. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Confronté à des accusations de viol, le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, conteste fermement, évoquant son handicap comme la preuve de son incapacité à imposer toute contrainte. Le gouvernement, quant à lui, se retranche derrière la justice, la seule à trancher. Est-ce tenable ? Il n'y a que la justice qui peut se prononcer sur ce qui s'est passé. Il n'y a qu'elle. Et les plateaux de télévision, les studios de radio ne remplaceront jamais les salles d'audience. Jamais. Il y a bien évidemment aujourd'hui à entendre la parole des victimes, des présumées victimes. La parole des femmes doit être entendue dans tous les domaines et dans cela tout particulièrement. Mais pour le reste, Damien Abad s'est expliqué. Il a dit les choses. Le président de la République, Premier ministre, l'ont nommé. Et je pense qu'aujourd'hui, le jugement, le regard que l'on peut porter doit être celui de la justice et rien d'autre. Il n'y a pas de tribunal médiatique, il n'y a pas de tribunal médiatique qui peut et qui doit remplacer un tribunal judiciaire. Vous entendez certaines féministes invoquant le principe de précaution qui conduirait Damien Abad à démissionner d'emblée du gouvernement face au principe de présomption d'innocence que vous défendez ce matin. Bien sûr, mais c'est de Madame Rousseau dont vous parlez. Oui. Que j'ai connue dans ma région et qui est aujourd'hui candidate à Paris, qui voudrait nous dire qu'il y a aujourd'hui un code moral qui doit remplacer le code pénal. C'est le code pénal qui doit s'appliquer. Et la présomption d'innocence dont vous parliez à l'instant. L'exécutif, le président et sa première ministre, Xavier Bertrand, pouvaient-ils ne pas savoir, pouvaient-ils ignorer l'existence de signalements à l'endroit de Damien Abad ? Bien sûr que non. Allons, qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas. Vous savez, quand elle a dit qu'elle ne savait pas. Allons. Quoi, elle a menti sur un sujet aussi grave et important ? Elle aurait menti ? Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière, de la vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir, ou autre, à un moment ou un autre, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je connais Damien Abad. Il en a forcément parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut à un moment donné venir perturber la vie gouvernementale ? Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Donc en passant outre des signalements à l'encontre de Damien Abad, sachant qu'un ministre allait être dans la tourmente et tout un gouvernement quelques jours après sa nomination ? Ne revenons pas sur ce que nous avons dit au début. Il y a la présomption d'innocence et c'est à la justice de pouvoir dire exactement, précisément ce qui s'est passé. Mais une chose est certaine, c'est que bien évidemment les deux têtes de l'exécutif savaient. La vraie question, c'est est-ce que les deux têtes de l'exécutif sont totalement alignées sur ce dossier ? D'après ce que vous dites, non. C'est-à-dire qu'il y aurait déjà un problème entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Il faut leur poser la question. Et vous, le saviez-vous ? Damien Abad, quand même, avant d'être débauché par Emmanuel Macron, était encore il y a peu, et ce n'est pas un poste important, président du groupe LR à l'Assemblée. Christian Jacob reconnaît qu'il y a des rumeurs. Que saviez-vous ? Nous savions qu'il y avait eu des plaintes qui avaient été classées sans suite, voilà de nombreuses années. C'est tout ce que vous saviez ? Tout à fait. Mais il était quand même à un poste important. Est-ce que cela ne vous a pas conduit à en savoir plus ? Et n'oublions pas non plus autre chose, c'est qu'au-delà de ce que vit aujourd'hui Damien Abad, c'est qu'il a fait un choix politique qui n'est pas le mien. Il pense, lui, que pour aujourd'hui pousser ses idées, il faut être dans le gouvernement de M. Macron. Je pense tout l'inverse. Oui, ça c'est la politique. Oui, mais je pense que c'est aussi ça qui est important aujourd'hui. C'est de bien voir qu'il a fait un choix, et même si c'est mon ami, un choix qui n'est pas le mien. Je pense qu'aujourd'hui, pour être utile à notre pays, pour continuer à défendre nos candidats, nos valeurs, il faut être indépendant, notamment en nous tenant très éloignés des extrêmes. Vous le savez, vous connaissez ma position depuis longtemps. On va en parler, et en mais j'ai continuant encore une à question. porter nos idées, nos valeurs. L'affaire serait-elle sortie s'il n'avait pas été nommé ministre ? Je ne sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais quand même, c'est quand même une prise de guerre à droite. On peut s'interroger. Elle ne sort que lorsqu'il est ministre. Il a été président du groupe LR. Beaucoup savaient, il y avait des rumeurs. Et c'est aujourd'hui qu'on dit non, attention, présomption d'innocence. Vous parlez notamment de quoi ? Vous parlez de Mediapart ? Vous avez tout dit, vous savez justement quels sont les différends que j'ai pu avoir par le passé, avec notamment des actions judiciaires que j'ai gagnées avec Mediapart.
La nouvelle équipe gouvernementale, plus largement, Xavier Bertrand, connaît un départ pour le moins mouvementé. À côté de cette affaire, quand même, tout autre chose. Ce sont des critiques sur le fond de sa pensée à l'égard du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Qu'incarne-t-il à vos yeux? À écouter Éric Ciotti, il serait islamo-gauchiste, wokiste, indigéniste. Gérard Larcher, qui était avec nous avant-hier au grand rendez-vous, lui, attend les actes. Et vous? Pareil, j'attends des actes. Je n'ai pas aimé les propos qu'il a pu tenir par le passé, notamment en parlant de violence policière, en attaquant l'institution policière. Pour moi, ces propos sont inacceptables. Je n'aime pas aussi la façon dont il se fait le chantre du wokisme, en nous disant justement que la France serait un pays où la question raciale doit maintenant s'imposer, pour racialiser les choses. Tout cela, ça n'est pas mes idées et je les condamnerai. Maintenant, il est nommé ministre et maintenant j'attends aux actes. J'attends de savoir ce qu'il va faire sur l'égalité des chances. J'attends de savoir ce qu'il va faire sur l'orientation. J'attends de savoir s'il va mettre en œuvre une réforme du lycée professionnel qui permette aussi à nos jeunes d'aller vers un emploi. J'attends tout cela et j'attends de savoir, est-ce que vous ne le savez pas déjà? Que je n'ai pas ça veut dire qu'on ne connaît pas la feuille de route du président de la République sur ces questions-là. Et de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que vous avez les ministres, mais il y a le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre n'a pas changé, c'est M. Macron, alors que nous savons pertinemment que dans les grandes priorités des services publics, il y a protéger, soigner et éduquer. C'est le grand chantier. Est-ce qu'il va savoir relever ce défi? Je le souhaite parce que nous parlons de notre pays. Mais c'est vrai que tous les propos qu'il a pu tenir, ceux-là, je ne les accepte pas. Mais maintenant, on va voir en tant que ministre de l'Éducation ce qu'il fait. Vous jugerez donc sur les actes. Plus largement, Xavier Bertrand, ce fut hier le premier conseil des ministres de cette équipe. Symbole de continuité et de nouveauté, à en croire la porte-parole du gouvernement. De continuité aussi. Vous faites une moue, là, je le dis à nos auditeurs. Surtout de continuité. On prend quasiment les mêmes et on recommence. Si certains ont réussi, c'est mieux, non? De garder une équipe qui gagne, qui vient de la droite, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Je ne vois pas en quoi, dans les 5 ans qui viennent, ce sera mieux que les 5 ans passés. En matière notamment de sécurité, c'est la question de la doctrine. Nous savons bien qu'il ne s'agit pas d'avoir davantage de bleus dans les rues. Policiers nationaux, municipaux, gendarmes, il faut qu'ils soient respectés. Tant qu'il n'y aura pas la mise en place de peines minimum pour ceux qui agressent les forces de l'ordre, rien ne changera. Rappelez-vous cette image le 1er mai. Dans cette manifestation, une manifestante arrive, qu'elle donne un coup de poing en pleine figure à un pompier. Ça doit être 1 an de prison minimum, sans aménagement et sans sursis. Nous sommes les seuls, les Républicains, à porter cette idée, cette proposition qui changerait les choses. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certains se sentent autorisés à taper sur les forces de l'ordre ou sur les forces de secours, parce qu'on voit bien que les dealers, les délinquants, eux, ne sont pas sanctionnés. Et il faut en arrêter avec cette impunité tout de suite avec une mesure comme celle-ci. Mais il y a une présidentielle, il y a une campagne présidentielle, vous avez porté ces idées, les Français ont tranché. Bien sûr, mais vous avez raison de le rappeler. Vous savez, ça ne m'a pas échappé le score qui a été le nôtre, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un député républicain de plus, un député de la droite et du centre de plus, ça sera plus d'autorité, plus d'ordre. C'est pour ça qu'ils se battront à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui au Sénat. Et c'est pour ça que je fais campagne de toutes mes forces dans les Hauts-de-France, mais aussi partout en France. Je serai en Gironde cet après-midi pour justement apporter mon soutien à tous ces candidats. La campagne des législatives. Mais Xavier Bertrand, vous connaissez le projet d'Emmanuel Macron, vous connaissez la ligne, par exemple, vous parlez de la police, de la justice, vous connaissez le projet qui a été présenté, je ne vois pas ce qu'il y aura de mieux, mais je vois ce qu'il peut y avoir de pire. Notamment en matière de justice, vous l'évoquez, nous savons que c'est l'une des priorités, protéger les Français. Il y a bien évidemment la question du pouvoir d'achat, qui n'est pas seulement une question conjoncturelle, et je voudrais en parler, il y a la question des retraites, qui est essentielle. Là aussi, j'y reviendrai avant le premier tour des législatives. Mais parlons de la justice. Il y a un mauvais coup qui se prépare. Un mauvais coup? Il y a les états généraux de la justice. Oui, tout à fait. On attend de savoir à quel moment les conclusions viendront. Ce ne sont pas les conclusions des groupes de travail judiciaires, ce sont les intentions du gouvernement. Le gouvernement a l'intention, après les élections législatives, de revenir sur la carte judiciaire et de prononcer la suppression de cours d'appel dans notre pays et de tribunaux judiciaires au nom de la rationalisation avec une vision purement technocratique. D'où le tenez-vous? Je leur demande. D'où le tenez-vous? Parce que ce sont des travaux et un certain nombre d'informations qui commencent à filtrer, mais que le gouvernement se garde bien de rendre public. Parce qu'il n'a pas tranché, Xavier Bertrand, peut-être encore sur ce sujet. Alors qu'ils se prononcent et qu'ils nous disent, est-ce que oui ou non il y a un projet pour réduire le nombre de cours d'appel et le nombre de tribunaux judiciaires. Et là, j'attends pas que ce soit M. Dupond-Moretti qui nous dise, que ce soit le chef de l'État ou la première ministre. Les Français doivent savoir, et je me battrai contre une telle décision, parce que
La justice est un service public qui n'est pas comme les autres. Et il a besoin de proximité. Éloigner les Français de la justice et ils auront moins... Reconnaissez qu'on peut faire peut-être moins, mais mieux. Certains parlent de rationalité. On ne va pas rentrer dans ce débat. On va attendre qu'il soit tranché. Vous m'expliquerez, dans une région comme la mienne, qui va du sud de l'Oise au département du Nord, comment vous pouvez tenir compte également des situations locales avec une seule cour d'appel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, il faut savoir compter dans la vie, il faut savoir gérer. Mais si vous éloignez les Français de leur justice, il ne faudra pas s'étonner que nos services publics, justement, s'affaiblissent. Vous interpellez en tout cas le gouvernement sur ce sujet. Évidemment, on va suivre à Europe 1 ce dossier. Autre sujet majeur, le pouvoir d'achat, vous l'avez évoqué. Un projet de loi est à venir. Alors peut-être, dit-on, avant le second tour des législatives, ce n'est pas encore très précis avec le bouclier tarifaire, un chèque alimentation, etc. Est-ce à la hauteur, Xavier Bertrand, de la crainte et des difficultés de nombreux Français? Le gouvernement n'a pas le droit, avec ses aides pour le pouvoir d'achat, d'oublier les Français qui travaillent. Parce que c'est comme ça que c'est en train de se dessiner. Déjà, on parle d'un chèque alimentaire. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir acheter des couches culottes pour les bébés, pour justement des protections féminines, pour du shampoing, pour la lessive. Et donc, si on est uniquement sur l'alimentaire, ils seront passés à côté d'une partie du problème. D'autre part... Attendez, ça peut soulager quand même dans un ensemble global. Et le reste n'est pas important, le reste est aussi important. Mais qu'auriez-vous fait? L'État ne peut pas tout, a dit Bruno Le Maire. Est-ce qu'il n'a tort quand il fait ce coup de pression sur les entreprises? La première des choses, c'est qu'il nous faut baisser les charges qui pèsent sur les salaires. Je vous ai dit, le gouvernement n'a pas le droit d'oublier ceux qui travaillent. C'est ce qu'il y a au cœur de notre ADN. La droite populaire, elle parle à tout le monde. Ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, mais ceux qui sont au milieu. Les ouvriers, les employés, un certain nombre de cadres, des artisans, les commerçants. Et ceux-là sont les éternels oubliés. Une dame me disait l'autre jour, elle était à 1 200 € par mois, elle dit, quand on parle du chèque énergie, moi j'en entends parler, j'y ai pas droit. Et là, leur chèque alimentaire, je vais encore être exclu. Mais elle a les pires difficultés à s'en sortir. À part la baisse des charges, que propose aujourd'hui la droite? La baisse des charges, c'est très simple. Vous baissez notamment la CSG, et là, vous avez un vrai gain de pouvoir d'achat. Et d'autre part, plutôt que des chèques, c'est la baisse de la fiscalité. Les carburants, je l'avais déjà dit, je le redis aujourd'hui, mais il faut quand même... Faut quand même être complètement décalé pour dire que l'aide sur la fiscalité des carburants, c'est jusque fin juillet. Et les Haussiens, alors, ils font comment? Et la réponse, c'est une remise à plat de la fiscalité. C'est pas des chèques une fois, qu'il y a des élections. On nous refait le même coup qu'avec le chèque élection. Il y a urgence. Le chèque inflation qu'il avait appelé. Monsieur Bertrand, vous seriez au pouvoir, on vous dit qu'il y a urgence. Vous dites non, j'y répondrai dans quelques mois? Mais pas du tout. La baisse de la CSG, c'est tout de suite voter dès l'été. C'est du concret. Et aujourd'hui, la vraie réponse, elle est de droite. C'est-à-dire c'est une baisse de la fiscalité et une baisse également par le travail, et on est dans ceux qui travaillent. Elle est de droite. Qui est le ministre de l'économie? Et qui est le président? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Mais ces réponses-là, c'est-à-dire... Pourquoi vous aurez le monopole de la droite et pas lui, Emmanuel Macron? Tout simplement parce que dans la région qui est la mienne, moi j'aide les gens qui bossent. On n'aide pas les gens qui travaillent aujourd'hui dans notre pays, pas assez. Et c'est justement une différence fondamentale. Les classes moyennes, je l'avais dit à ce micro, le quinquennat qui vient doit être le quinquennat des classes moyennes. On n'a pas le droit d'oublier ceux qui travaillent et qui ont besoin à la fois d'espoir et d'énergie. Il faut les soutenir. Alors vous dites la droite sociale que vous incarnez, que vous voulez continuer à incarner, Xavier Bertrand, mais il y a aussi d'autres lignes. Avant-hier, au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, le président du Sénat, Gérard Larcher, affirmait qu'il fallait un débat chez les LR après législative pour trancher sur la ligne. Et il nous a dit, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande différence. Ils peuvent s'entendre. Oui, c'est certainement pas la même chose, les mêmes personnalités, la même approche. Moi, je suis intimement convaincu que la réponse est une droite populaire qui parle à tout le monde, avec l'ordre et l'autorité, et avec la reconnaissance, la valeur du travail, et ensuite, vous le savez, la logique d'une république, d'une France des territoires beaucoup plus importante. Mais une chose est certaine, cette clarification, elle devra avoir lieu après les législatives. Ah, mais donc elle devra avoir lieu. Mais évidemment. Donc trancher entre la ligne, on va dire, c'est pas trancher entre des lignes et des lignes. De Xavier Bertrand et plus identitaire de Laurent Wauquiez. Tous ces débats-là, on en parlera après. Aujourd'hui, toute notre énergie, c'est de faire gagner un maximum de candidats. Vous savez, vous avez du travail. Oui, bien sûr, je ne veux pas vous raconter d'histoire. Les retournements de veste, les débauchages, les transfuges, LR chez Emmanuel Macron. Est-ce que ça n'a pas fini de vous tuer, de vous éparpiller façon puzzle? Vous pouvez les citer tous, c'est pas ça qui va nous prendre tout le temps d'antenne de cette émission, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On nous avait dit qu'il y en aurait 50-60, ils se comptent sur les doigts d'une main. Non, c'est pas ça. Je pense que aujourd'hui, le meilleur rempart contre les extrêmes, contre
la gauche mélenchoniste, ce sont les candidats de la droite et du centre. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du ministre de l'Éducation. Et nous racontons pas d'histoire, on y voit clair. C'est aussi un clin d'œil de M. Macron à la gauche mélenchoniste. Et le meilleur rempart, parce que nos candidats, les sortants et un certain nombre de ceux qui sont en conquête, sont des élus qui sont implantés. Les législatives, c'est une élection nationale, je le sais. Mais tous ceux qui sont sortants, ils étaient sacrément costauds pour être élus la fois dernière. C'est parce qu'ils ont un ancrage populaire. Et c'est ce qui fait la différence au second tour. Si on veut éviter la gauche mélenchoniste, c'est un candidat LR qui est le mieux placé. Donc LR bouge encore. Mais évidemment. Bon. Et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons, plus fort et plus rapidement rebondir et repartir. Parce que nos idées sont toujours là et nos candidats aussi. Merci Xavier Bertrand d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci. Ainsi qu'à nos auditeurs.